On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Mais d'abord, parlons du défi Ose entreprendre. C'est le moment des inscriptions. Le défi Ose entreprendre est de retour. D'ailleurs, on est un peu dans les dernières semaines pour s'inscrire. En fait, jusqu'au 14 mars, il y aura bien sûr une finale locale, une finale régionale, une finale nationale. Voici un peu comment ça se passe dans la région. Deux invités pour en parler. D'abord, Gabrielle Hudon, qui est agente aux communications et développement au Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Bonjour. Allô, Éric. Accompagnée de Bianca Savoie, qui est propriétaire de Cubic Boutique, mais qui va agir comme présidente d'honneur de la finale locale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Question toute simple, c'est quoi le défi Ose entreprendre? En fait, le défi Ose entreprendre, c'est un grand mouvement québécois qui vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de plus de 47 000 personnes annuellement. Et comment ça se passe? Parce que là, il y a une finale locale, régionale, nationale. Bref, c'est quoi un peu la déclinaison de ces stades-là, si on veut, dans le concours? Oui, en fait, il y a 300 responsables à travers la région. Donc, c'est ça, ça se divise en local, régional et national. Donc, moi, ici, je suis responsable local. Les lauréats, ensuite, qui passent le local, s'en vont au régional et ainsi de suite. Est-ce que je me trompe ou il y a quelques ou plusieurs catégories au cours du défi en tant que tel? Oui, effectivement. Il y a le volet scolaire, mais nous, on s'occupe des 3 autres volets, qui sont le volet création d'entreprise pour les entreprises en démarrage. Ensuite, il y a le volet Réussite Inc. pour les entreprises qui ont déjà participé au défi Ose entreprendre, mais qui sont encore en affaires après 5 ans. Okay. Et il y a le volet Faire affaire ensemble, que ça, c'est les entreprises qui ont des méthodes d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. Bon. Vous avez fait le choix d'avoir Bianca Savoie comme présidente d'honneur pour la finale locale cette année. Pourquoi? En fait, Bianca est bien connue, je pense, dans la région. Donc, c'est une des premières raisons pourquoi j'ai pensé à elle. Puis c'est aussi pourquoi je pense qu'elle reflète bien la mission et les valeurs du défi Ose entreprendre. Elle a un parcours très impressionnant. Donc, c'est pour ça que je pensais qu'elle peut très bien représenter le défi. Bon, est-ce que tu connaissais le défi comme tel? Oui, je connaissais le défi parce que quand moi, je me suis lancée en affaires, j'ai travaillé beaucoup avec le CAE de Saint-Jean, d'ici de la région. Et on m'en a longuement parlé. Souvent, on m'a demandé de m'inscrire, mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Mais je connaissais déjà d'emblée et je connais aussi des gens qui ont participé aussi, qui ont rayonné grâce à ça. Fait que quand on me l'a proposé, j'étais tellement contente. J'ai dit oui tout de suite, là, de pouvoir aider les gens ou à la limite, les inciter à s'inscrire. Déjà là, moi, je vais être vraiment satisfaite. Mais ce qui est souvent surprenant dans les concours, que ce soit Ose entreprendre ou Chambre de commerce ou peu importe, oui, ça demande un peu de temps. Il faut remplir un document et parfois, il y a une entrevue. Bon, il y a du temps. Mais pour avoir parlé notamment à plusieurs lauréats du défi Ose entreprendre, qui a gagné ou non, ça a été hyper payant, si ce n'est que pour la visibilité ou que pour l'expérience en soi. Parce que quand on est en affaires, des fois, il faut s'imposer des petits défis comme ceux-là. De savoir se mettre en danger, mais aussi la communauté. Tu sais, des fois, on se crée une communauté en participant parce qu'on a vécu les mêmes choses. On se parle des documents qu'on a remplis ou de notre entrevue ou de tout le processus. Puis ça finit que ça nous rassemble en tant qu'entrepreneur aussi. Fait que je pense que ça aussi, c'est pas à négliger, là, le fait qu'on se construit une communauté ensemble, parfois même à travers ces concours-là. Puis on apprend à se faire connaître, puis on apprend à connaître des gens. Gabrielle disait, bon, on t'a un peu choisi de par ton profil. Parle-nous un peu de ce que tu es, de ce que tu fais. Bon, on connaît Cubic Boutique, boutique à Saint-Jean, boutique en ligne, boutique à Saint-Hyacinthe également, mais quand même, le temps va vite. Ça fait quand même quelques années que ça a été lancé. 7 ans cette année, la boutique de Saint-Jean. La boutique de Saint-Jean a 7 ans cette année. La boutique de Saint-Hyacinthe a eu 5 ans aussi cette année. Et mon parcours est un peu atypique dans la mesure où je n'ai pas étudié dans le domaine dans lequel je me suis lancée. J'ai appris, comme on dit, sur le tas, mais avec beaucoup d'aide, j'ai réussi à arriver, à surmonter bien des épreuves puis à faire en sorte que présentement, Cubic est connu comme il est là. Mais tout ça, j'y serais jamais arrivée. Mais qu'est-ce que tu faisais avant Cubic Boutique? J'étais dans le commerce de détail, mais j'étais pour des grandes chaînes. Donc, j'étais gérante en magasin ou superviseur, ou j'ai même été représentante en vente partout dans le Canada pour une compagnie. Mais à un moment donné, j'ai eu des enfants. Donc là, ça remet les choses en perspective, ainsi de suite. Mais j'ai toujours eu la gestion dans le sang. J'ai toujours aimé ça. Puis là, je me dis, OK, mais c'est peut-être là mon momentum à moi
de me lancer ou de lancer quelque chose qui m'intéressait. Cubic a évolué. Initialement, c'était pas une boutique, c'était supposé être un camion qu'on transformait en magasin. Mais, tu sais, comme quand on parle d'embûches, ça en fait partie. Mais l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours... Ça brille pas toujours, sauf qu'on apprend puis on évolue de ça. Puis c'est tellement une belle école que je me dis, si on peut inculquer ça aux étudiants, aux jeunes entrepreneurs, au démarrage, à ceux qui sont là depuis 5 ans parce qu'on apprend tous les jours, bien, la mission sera accomplie pour ma part à moi. Comment ça fonctionne au niveau des inscriptions? Qu'est-ce que les gens doivent faire? C'est quoi les documents qu'ils doivent remplir? C'est quoi les critères d'admissibilité pour participer au défi? Oui, bien, c'est assez simple. En fait, tout est sur le site oseentreprendre.québec. Pour remplir une demande, tu remplis un formulaire. Tu as besoin d'une courte description de ton entreprise ainsi qu'un plan d'affaires à jour. OK. Donc, c'est assez simple. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours passer par moi au Centre d'aide aux entreprises. Mais sinon, c'est assez simple. Donc, à la base, l'inscription se fait au niveau du réseau de l'organisation mère d'Ose Entreprendre. Exactement. Et ensuite, ça se décline dans les régions probablement dans lesquelles on se trouve. Oui, c'est ça. C'est moi qui reçois les demandes selon les régions et après, je peux les traiter. Je ne me rappelle pas, mais est-ce qu'on reçoit beaucoup de demandes? En avez-vous même déjà reçu maintenant? Oui, j'en ai déjà reçu. Habituellement, je te dirais que c'est autour... C'est sûr que le volet création d'entreprise, c'est la plus populaire. Mais création d'entreprise, peut-être 10 candidatures faciles. Ah, ouais. Les deux autres, peut-être 5 chaque. Donc, potentiellement, on peut avoir 15-20 candidatures. Oui. Et pour se qualifier, est-ce qu'il y a des critères particuliers ou si c'est le fait d'avoir une entreprise puis d'opérer? Non, c'est sûr qu'il y a des critères. Dans le fond, il y a une équipe de jury déterminée par chaque responsable local. Puis c'est eux qui décident. Ça peut être des préférences personnelles, mais ça peut être aussi comment que t'as apporté ton entreprise, que ça soit inspirant, que tu aies démontré des façons intéressantes de te développer en entreprise, en tant qu'entrepreneur. Donc, pour vrai, n'importe qui peut gagner. L'entrepreneuriat, c'est aussi donc d'oser et d'oser entreprendre quelque chose. Tu es passé d'employé à entrepreneur. Pourquoi tu as fait ça? T'es-tu déjà posé la question? Non, mais des fois, les gens, c'est... il y a toutes sortes d'histoires. Des fois, les gens sont tannés, ils veulent changer de carrière. Les gens, à l'époque, ils étaient au chômage, mais ça n'existe plus vraiment, le chômage. Mais il y a une époque où les gens disent, là, c'est peut-être le moment pour moi de me lancer en affaires. Tu sais, des fois, il y a un timing dans la vie. Là. Bien, je pense qu'il y a une question de timing avant tout pour ma part. J'ai toujours voulu avoir, peut-être pas nécessairement ma propre business, mais être mon propre patron d'une certaine façon. Et j'avais pas nécessairement, l'expérience, fait que c'était très, très long avant que j'ai le sentiment de pouvoir le faire. Mais à un moment donné, souvent, les gens, ils se disent, oui, mais qu'est-ce que je vais lancer? Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mon entreprise? J'aimerais ça mon entreprise, mais je sais pas c'est quoi ou je sais pas quoi développer. Mais des fois, la réponse est juste devant nous, tu sais, elle est juste au bout de notre nez. C'est quoi ta passion? C'est quoi tes intérêts? Vers quoi tu te lances? Une fois que moi, je me suis posé toutes ces questions-là, puis que le timing était là, le momentum était là, bien, je me suis lancée. C'est vraiment comme ça. Mais comme j'ai dit, c'est une aventure être un entrepreneur. C'est tout aussi beau, comme ça peut être des fois plus difficile. Mais au final, on grandit tellement, ça nous apporte tellement que ça vaut... Pour moi, ça vaut tout. C'est quoi le sentiment de se lancer dans le vide? Parce que c'est un peu ça aussi. Oui, le petit un peu comme un soin en bungee. Un petit risque, là. Eh boy! C'est stressant, c'est palpitant en même temps. Moi, je trouve que c'est tellement pour ma part, ça a tellement été une aventure qui a été vraiment amusante, malgré, tu sais, avec le recul, les embûches et tout, que je trouve que c'est stimulant. Ça a les mots m'échappent, pour vrai, je peux pas vous dire. C'est un tout, c'est un stress, c'est de la joie, c'est de l'euphorie, c'est plusieurs choses en même temps. Mais tant que tu t'écoutes, puis tant que tu respectes tes valeurs personnelles puis les valeurs de ton entreprise après, bien, tout peut bien fonctionner, tu sais. Bon, on disait tantôt, la finale locale, elle, va se tenir le 4
avril. Exactement. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Suivra dans les semaines qui vont suivre donc la finale régionale pour ultimement arriver à la finale nationale le 7 juin. Ouais. Ça, c'est un peu le canevas. Le défi aux entreprendre, quand même, existe depuis quelques années déjà, donc ça commence quand même à être un peu connu. Quel est le rôle du Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie? Qu'est-ce qui fait que c'est le centre d'aide qui s'est toujours un peu comme occupé du défi aux entreprendre? Ça fait probablement partie de la mission de l'organisme. Oui, 100 Bien, le Centre d'aide aux entreprises, c'est là pour aider les entrepreneurs, s'impliquer dans la communauté des entrepreneurs, pour le développement local aussi. Donc, le défi aux entreprendre, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est nous qui s'impliquent et qui organisent le défi aux entreprendre. Quand on regarde d'ailleurs les lauréats un peu des dernières années, on voit que ça a été, dans certains cas, vraiment des rampes de lancement. Ça les a fait connaître, ça les a fait grandir. Moi, il y a certains lauréats qui m'ont dit, je ne pensais jamais que ma participation à ce concours-là m'apporterait autant. Des fois, les gens ne savent pas, ils sont dans leur sol en train de bâtir leur idée, puis là, ça les force un peu à sortir de l'ombre. Des fois, les gens sous-estiment un peu l'importance de ces concours-là, et pourtant, c'est quand même très, très, très porteur. Tu sais, je regarde ton propre cas. Bon, peut-être pas participé à ce concours-là, mais ton propre parcours est intéressant parce que, bon, tu es dans la jeune trentaine et pourtant, on dirait que tu as 1000 ans d'expérience. Non, mais c'est fou, hein? C'est ça pareil. Oui. Oui, puis ce que le défi aux entreprendre, tout comme plusieurs concours, comme on parlait tantôt, c'est un bon levier de lancement, c'est un bon... Mais c'est aussi, quand on est notre propre patron, qui nous donne notre petite tape dans le dos, des fois, pour nous dire « bravo, good job, beau travail », bien, pour moi, ça, aux entreprendre, c'est ça aussi. C'est de quand tu gagnes, ou même si tu es juste, à la limite, finaliste, puis là, je dis juste finaliste, ça a quand même un impact important, d'être finaliste. Bien, c'est ta petite tape dans le dos pour te dire « Hey, le travail que tu fais, bien, on le reconnaît, puis on va le récompenser en te mettant finaliste. Les efforts que tu mets dans l'entreprise que tu crées ou dans ce que tu es en train de monter, parce que des fois, c'est pour les étudiants aussi, mais à ce moment-là, bravo, lâche pas, tu sais. Parfois, c'est ça, nous, notre paye en tant qu'entrepreneur, tu sais. Donc, 3 catégories: création d'entreprise, également faire affaire ensemble. Et puis l'autre, déjà, je l'oublie, Réussite Inc. Réussite Inc. Ça, c'est pour des entreprises qui sont déjà établies. Qui ont déjà participé, dans le fond, au défi aux entreprendre. Ouais. Donc, jusqu'au 14 mars pour les inscriptions, tu disais tantôt entreprendre.québec, c'est ça? Oui. Entreprendre.québec pour avoir toute la documentation. Sinon, vous contactez les gens, notamment Gabriel au Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance, puis bien hâte de voir, évidemment, la finalité de ce concours. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on a un invité de marque, un champion. Écoute, un manieur de chien de troupeau, on va en apprendre. On reçoit Daniel Turcotte et son chien Denver en studio. Ne manquez pas ça. Parlons du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. C'est aussi le moment de vous rappeler qu'ici même dans la région, nous avons une société Alzheimer du Haut-Richelieu qui offre plusieurs services. Pour en parler, notre invitée, Nathalie Mercier, qui en est la directrice générale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Société qui existe depuis quelques années. 33 ans. 33 ans déjà. Oui, oui. Que fait la société Alzheimer au Richelieu? En fait, le principal mandat qui est offert, qui prend beaucoup de nos heures, c'est le service de répit à domicile. Mais on a aussi tout un palier là, de services de soutien, d'intervention psychosociale, de groupes d'accompagnement, de groupes d'écoute. Et on va démarrer sous peu des groupes de prévention et des groupes d'activité pour gens atteints en phase précoce. C'est aussi la thématique de ce mois de sensibilisation qui dit « Agir pour réduire les risques liés aux troubles neurocognitifs ». Comment peut-on prévenir ou agir au début, là? Exact. Premièrement, il faut savoir que la maladie d'Alzheimer n'est pas héréditaire. Donc, c'est un gène... C'est pas héréditaire? Ce n'est pas héréditaire. C'est un gène qu'on a ou pas à la naissance, qui est, oui, donné par des parents, mais c'est vraiment à partir d'un gène. Les facteurs modifiables de risque, c'est tout ce qu'on entend depuis toujours. La saine alimentation, l'exercice physique, la gestion du stress, le bon sommeil. Ce sont
tous des facteurs modifiables sur l'apparition ou sinon le ralentissement des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça fait une différence. Une grande différence. C'est intéressant ce que tu dis là parce que moi, dans ma propre famille, du côté de mon père, il y a quand même quelques cas d'Alzheimer. Puis je me disais parfois, bien, si c'est héréditaire, je pourrais potentiellement être plus à risque que quelqu'un d'autre. Mais donc, ce que j'en comprends, c'est que c'est pas héréditaire. Ça ne l'est pas. Par contre, si tu as le gène, on ne peut pas encore éradiquer la maladie. Ça, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas rien. Souvent, on sait qu'on peut la ralentir avec la médication quand on l'attrape au début. Oui. Mais on peut aussi ralentir la progression des effets néfastes de la maladie d'Alzheimer par tous ces facteurs modifiables que je t'ai nommés et qui sont très faciles. Sauf que pour la plupart de la population, on dit là, les statistiques parlent de 66 de la population âgée 50 ans et plus ne saurait pas quoi faire pour maintenir une bonne stimulation cognitive ou pour éviter l'apparition de la maladie. Alors, une saine alimentation, c'est simple, là, c'est le guide alimentaire canadien. C'est aussi simple que ça. Donc, vraiment, éviter les produits transformés, vraiment avoir une alimentation variée, riche en fruits et légumes. On parle aussi d'une activité physique. On n'est pas obligé d'aller faire du crossfit à 65 ans. Là. On parle d'oxygéner son cerveau. Donc, tout ce qui fait pomper le cœur va être bon pour le cholestérol, va être bon pour le diabète, va être bon pour tous ces facteurs-là. Et ça va empêcher ces plaquettes de venir se déposer sur les cellules. Et c'est bon pour le système cardiovasculaire. Et à chaque fois qu'on fait circuler notre circulation sanguine un peu plus activement, c'est qu'on vient amener un sang nouveau au cerveau, donc la régénérescence de nouvelles cellules qui sont propres. Mais c'est encore là, s'il y a déjà des protéines tau qui sont déposées sur les cellules, on ne pourra pas les éliminer. Mais on peut ralentir la progression des effets. Ce qu'on dit, en gros, c'est que, je présume que les recherches médicales l'ont prouvé, c'est que le mode de vie a beaucoup d'incidence sur le démarrage de la maladie. Absolument. Absolument. Toute la gestion du stress. Combien de fois on dit de gérer notre stress par des activités physiques, par de la relaxation, du yoga, de la gymnastique douce? Bien, ce sont tous des exemples d'exercices qu'on peut pratiquer. Et j'ajoute à ça la socialisation. Socialiser, d'interagir, de penser aux mots qu'on va utiliser dans un discours amène aussi un travail sur le cerveau. On peut aussi faire de la stimulation par des jeux interactifs, par des jeux de sudoku, faire de la lecture, aller au théâtre. Mais la socialisation, c'est très, très, très important, même si on est atteint. Parlons un peu de statistiques. On dit, bon, au Québec, près de 170 000 personnes vivent avec la maladie. C'est du monde, là, 170 000. Pensons aux gens de l'entourage, pour qui il y a de l'impact, forcément, les aidants naturels qui vont se greffer autour des personnes atteintes. Donc, 170 000 personnes, et là, c'est 360 000 Québécois qui vont vivre avec un trouble neurocognitif, parce qu'on parle d'Alzheimer, mais on peut parler de maladie. Non, c'est ça. On peut parler de Parkinson. On peut parler de toutes les formes de démence qu'on entend parler. Ce sont toutes des maladies apparentées. C'est ça. Mais c'est quand même 360 000 Québécois. Bien, on parle d'une augmentation de 145 des gens atteints d'ici les 27 prochaines années. Pourquoi? Parce que la démographie fait qu'il y a plus de gens, c'est ça? Il y a beaucoup plus de personnes âgées. Donc, les gens qui vivent plus de 65 ans et en constante croissance. Puis, le danger aussi qu'il y a sur l'effet de la maladie, c'est qu'on fait beaucoup moins d'enfants qu'à l'époque. Donc, les personnes proches aidantes vont être de moins en moins disponibles. Mais déjà, est-ce que vous le ressentez, vous, à la société? Est-ce que vous sentez que vous recevez plus d'appels, plus de demandes? Oui. En 2 ans, on peut dire qu'on a triplé nos services. Triplé? Triplé. On a triplé l'équipe aussi en conséquence. On a maintenant 3 centres d'activité où on reçoit les gens pour justement stimuler la socialisation.
On a acquis de nouveaux jeux, des tablettes électroniques pour se mettre à la page. Aujourd'hui, on te diagnostique d'un trouble cognitif. Tu n'auras pas envie de venir faire du coloriage dans des anciens cahiers ou du casse-tête. C'est pas quelque chose qui va t'interpeller. Par contre, toutes les activités qu'on retrouve sur les tablettes numériques, par contre, peut être motivant et même pour agir en prévention. Donc, c'est le modèle là, où on veut transiter aussi. Bien sûr, on va toujours être là pour les gens qui ont besoin de nous dans une phase avancée, mais on veut là, dorénavant agir aussi sur la phase précoce. Bon, puis là, tantôt, on était dans les statistiques, puis ça, je la trouve intéressante. On dit, si l'apparition des troubles neurocognitifs pouvait être retardée d'une seule année, c'est plus de 114 000 cas qui pourraient être évités d'ici 2050. Exact. Exact, c'est énorme. Et ça a tout un impact sur le système de santé aussi. Parce que les gens ne veulent plus se retrouver là, dans les CHSLD ou être placés en longue durée ou se retrouver dans les soins médicaux. On le comprend, la situation est rendue lourde et les gens veulent vieillir en santé et à la maison. Ouais. Donc, si on veut y arriver, c'est un passage obligé vers des principes de prévention qu'on a toujours nommés. Ouais. Donc, que ce soit le tabagisme, que ce soit l'alcool, tout doit être fait avec modération et vraiment mettre toute l'emphase sur les saines habitudes de vie. Revenons au service même donc, de la société. On parlait tantôt du fameux répit parce que je faisais allusion aux gens qui ont l'Alzheimer ou des troubles cognitifs, mais en même temps, il y a les aidants naturels. Puis cette statistique-là, moi, qui m'a toujours fait un peu peur, c'est de voir que malheureusement, la majorité des aidants vont décéder avant la personne atteinte de la maladie même. Ouais. Ça, c'est une statistique qui est complètement crève-cœur de voir des gens qui vont s'épuiser à accompagner, bon, principalement leurs conjoints-conjointes, entre autres. Ou les enfants qui prennent soin de leurs parents. Et puis c'est pas juste d'accompagner les gens faire une visite médicale, là. Faut se détromper, là. C'est les gens qui vivent à la maison ont besoin d'entretien quotidien à la maison, ont besoin de travaux, ont besoin d'aller à la banque, d'aller chez le notaire. Alors, ces gens-là vont avoir à développer des connaissances multiples aussi, là. Parce qu'avant, on avait des spécialistes qui étaient là pour répondre à ces questions-là. Aujourd'hui, d'appeler un notaire, de trouver un avocat, c'est encore faisable, mais de trouver un spécialiste pour un problème précis, les listes d'attente s'allongent. Donc, de notre côté, dans l'offre de service, c'est des choses qu'on veut aussi bonifier, d'avoir des notaires qui vont venir faire des webinaires. On a beaucoup de conférences qui viennent parler de gestion de deuil, de culpabilité, de prendre soin de soi, mais on va aller de plus en plus aussi là, à faire venir des ergothérapeutes, des nutritionnistes, des psychologues, vraiment tous les pharmaciens pour venir vraiment rajouter un discours là, spécifique et précis sur les saines habitudes de vie. Sur le territoire que vous desservez en ce moment, vous touchez à peu près combien de personnes? On a revu nos statistiques parce qu'elles étaient très faussées. On parlait tout le temps de 250 familles, mais ça, c'est 250 familles qui reçoivent du répit. Seulement? Seulement. Si on considère tous ceux qui font appel à nous pour n'importe quelle demande, que ce soit téléphonique, une intervention, un groupe de soutien, un café rencontre, on est rendu à 2500 familles, personnes là, qui ont fait appel à nous cette année. Notre responsable d'intervention et soutien en 8 mois là, de travail, ces statistiques démontrent 1000 interventions téléphoniques ou courriels. C'est énorme. Oui, puis on voit aussi beaucoup de gens qui ont attendu, qui se sont rendus à leur dernière limite avant de faire appel à nous. Donc, des gens qui arrivent en pleurant, des gens qui arrivent complètement désemparés, des gens où ils ne savent plus où se tourner. On est comme la fin d'un parcours et là, il faut arriver là, au début du parcours. Ça, dans le fond, le conseil à donner, c'est que dès que vous sortez un peu du bureau du médecin avec un diagnostic qui s'apparente à un début d'Alzheimer, c'est là qu'il faut vous appeler. En fait, on a idéalement, là. Oui, puis on a mis en place avec la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et l'appui une plateforme de référencement dorénavant que le médecin peut utiliser et immédiatement, même dans le bureau du médecin,
celui-ci peut demander à la personne devant elle si elle souhaite être référée vers l'une des sociétés Alzheimer pour être prise en charge dès le départ. Les gens voient la maladie d'Alzheimer comme une honte, comme une maladie là, qu'il faut garder tabou ou caché. Puis ça a été un peu l'image aussi qu'on a voulu donner à notre dernière campagne, de mettre des visages, de montrer que la maladie d'Alzheimer, c'est pas une fin en soi. C'est une maladie avec laquelle on peut vivre encore longtemps et qu'on peut vivre de bons moments. Ouais. Si, justement, on fait ces efforts de socialiser, de ne pas s'enfermer, de garder actif tout ce qui est encore possible de faire. J'ai toujours trouvé, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais cette télésérie avec Marina Orsini à Radio-Canada, je trouvais qu'elle était en même temps, bien, c'est un divertissement, c'est une télésérie, mais je trouvais que c'était très ludique pour montrer un peu le cheminement d'une personne atteinte d'Alzheimer, puis de voir un peu ce qui en découle. Oui, l'impact sur la famille, mais de voir que du jour au lendemain, elle n'est pas... Elle n'est pas inapte au travail ou... Il y a des gens atteints de... Puis, la maladie d'Alzheimer, elle a ses défauts, mais elle a aussi des bienfaits dans le sens où c'est la mémoire court terme qui disparaît en premier. Donc, la personne qui a fait du ski pendant 40 ans, qui a fait du vélo, qui a joué au golf, c'est l'une des dernières choses qu'elle va oublier. Donc, il faut encourager ces personnes-là à continuer, qu'il y ait quelqu'un qui les accompagne. Parce que oui, les symptômes de la maladie, c'est un peu de devenir pratiquement amnésique. Là. On est sur place, on ne sait plus où on s'en va, où on habite. Mais s'il y a quelqu'un qui nous accompagne, ça va devenir sécurisant. Et d'en parler, bien sûr, ouvertement, dire aux gens, je suis atteint. Nathalie, merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on a un invité de marque, un champion. Écoute, un manieur de chien de troupeau, on va en apprendre. On reçoit Daniel Turcotte et son chien Denver en studio. Ne manquez pas ça. Une belle activité ici à faire en famille ou surtout pour vos enfants à la fin du mois, donc du mois de janvier. Il y a deux possibilités, le vendredi ou le samedi, décor sur céramique. C'est toujours offert par le musée du Haut-Richelieu et vous pouvez vous inscrire soit en téléphonant ou bien sûr en vous inscrivant via l'adresse courriel. À demain. Bye bye.